Dakar, grand port français, plaque tournante de l'Atlantique Sud. Clé de la route du Cap. Ce port que l'Angleterre voulait s'approprier a été défendu victorieusement par nos marins, nos aviateurs et nos soldats. Voici Dakar, capitale de l'Afrique occidentale française. L'avion de la mission qui vient enquêter au lendemain de l'agression manquée survole le magnifique quartier européen. Voici la cathédrale, consacrée il y a quelques années au cours d'un voyage triomphal par son éminence le cardinal Verdier. Au centre de ce jardin, la place Frottet avec le monument aux morts de la guerre 1914-1918. Et voici le palais du gouverneur général de l'AOF. C'est de là qu'est parti l'ordre de résistance. C'est là que fut conçue la réponse cinglante à l'ultimatum britannique. À une fenêtre de ce palais, voici le gouverneur général Boisson contemplant la ville qu'il a su conserver à la France. Voici le général Barrot qui a parfaitement conjugué l'action des troupes terrestres avec les opérations de la marine. Le contre-amiral Andriot qui a mis en œuvre les moyens de défense mis à sa disposition. Voici le capitaine de vaisseau Marzin, commandant du Richelieu et son état-major. Vous connaissez maintenant les défenseurs héroïques de Dakar. Avec quels moyens ont-ils eu raison de l'imposante escadre britannique qui tenta de s'emparer de la capitale de l'AOF? Avec quelle défense ont-ils réussi à repousser des tentatives de débarquement? D'abord, grâce aux défenses côtières, ce sont les batteries soigneusement camouflées du Cap Manuel. Puis notre Richelieu. Vous savez, ce Richelieu dont la radio anglaise, fidèle à sa tradition de vérité, annonça à plusieurs reprises qu'il avait été coulé. Le voici au mouillage, près du môle, protégé contre toute attaque inopinée par des filets métalliques. Pour un navire que les speakers de Londres ont envoyé au fond à plusieurs reprises, reconnaissons qu'il ne se porte pas trop mal. Commandés par des chefs d'élite, les hommes du Richelieu sont soumis à un entraînement intensif. Ce sont des exercices de branle-bas de combat. Le Richelieu, puissamment armé, est aussi merveilleusement équipé pour lutter contre les avions. Il possède des canons à tir rapide qui ont causé quelques dégâts aux avions repéreurs du porte-avions britannique Hermès ou du croiseur de bataille Barham. La DCA du Richelieu a fait merveille au cours de l'attaque. Nous verrons tout à l'heure le résultat d'un de ces cartons. Les mitrailleuses antiaériennes jumelées de notre cuirassé de 35 000 tonnes interdirent aux avions d'observation de la marine anglaise d'effectuer leur dangereux travail de réglage d'artillerie. Voici les tourelles de 152. Voici les 380. Qui ont répondu aux tirs meurtriers des gros navires anglais. Quelques obus du Richelieu ont touché juste et cette véritable citadelle flottante admirablement utilisée par le commandant Marzin qui avait su galvaniser ses hommes a causé de gros dégâts aux navires assaillants qui préférèrent ne pas insister. À noter que c'est la seconde fois que le Richelieu, mouillé en rade de Dakar, avait affaire aux Britanniques. Le contre-amiral Landriot tient à la main le texte historique que le gouverneur Boisson fit tenir à l'amiral anglais en réponse à son ultimatum. Les Anglais avaient jeté sur la ville des tracts. Ces tracts s'adressaient aux marins, les invitant à se joindre aux Britanniques pour sauver la France. C'était mal connaître les traditions d'honneur et de discipline de la marine française. Pour la population civile,
on employait une autre formule. Nous venons vous ravitailler. Singulier approvisionnement et particulièrement indigeste sous la forme d'obus de 380 qui sont tombés dans la cour du commissariat de police de la ville indigène. Voici le bilan de cette expédition maladroitement montée. Un palmier dont le tronc solide a été transpercé de part en part par un éclat d'obus. Un garage qui a été littéralement labouré par un projectile de gros calibre. La toiture métallique, criblée d'éclats, s'est effondrée. Des hangars ont été anéantis. Toutes ces constructions légères n'ont bien entendu pu résister aux obus. Des voitures ont été déchiquetées. Là était une pacifique maison de commerce tenue par des colons qui avaient travaillé des années et des années pour acquérir quelques bien-être. Il ne reste plus qu'un trou d'obus. Partout, les travaux de déblaiement ont été menés avec ordre et méthode. Européenne n'a pas été seule touchée. La Médina, ou ville indigène, a elle aussi souffert et le spectacle là aussi est désolant. Mais les Noirs, sans se décourager, se sont remis au travail. Dans quelques semaines, les maisons démolies auront été relevées, les ruines auront été effacées, la vie aura repris ses droits. Était-il besoin d'employer les cuirassés les plus modernes et les plus puissants, comme le Resolution ou le Barham, pour venir à bout de quelques logis modestes, pauvres propriétés de braves gens? Place Bretet, où a été érigé le monument aux morts de 1914-1918, la foule se presse, curieuse, autour d'un avion assaillant abattu par la DCA du Richelieu et qui a été exposé sur les ordres du gouverneur Boisson. Il y a un écriteau qui commente le communiqué officiel à sa façon. Dakar ne manque pas d'humour. Voici maintenant Rufisque, capitale de l'arachide, considérée comme les Champs-Élysées de l'Afrique occidentale française. On voit très nettement les 3 appontements en bois où les assaillants avaient projeté de débarquer. Mais là aussi, toutes les précautions avaient été prises. Par le commandant Millon, commandant la place de Rufisque. Il utilisa au mieux ses moyens de défense. 2 batteries situées à côté du phare, et de nombreux petits postes armés de fusils mitrailleurs. C'est avec ses moyens relativement faibles, mais grâce à son sang-froid, à son énergie, au cran de la poignée d'hommes qu'il avait bien en main, que le commandant Millon réussit à faire avorter la tentative de débarquement. Mais la victoire n'a été acquise qu'au prix du sacrifice de certains.
Voici l'épave du contre-torpilleur audacieux venu s'échouer sur la plage entre Dakar et Rufisque. Le contre-torpilleur audacieux était parti en reconnaissance vers le sud pour contourner l'île de Gorée. Il se trouve soudain en face des croiseurs lourds britanniques qu'il distingue confusément dans le brouillard. En quelques instants, le contre-torpilleur est en flammes. 83 marins français trouvent la mort dans cette lutte inégale. Il y a des blessés, presque tous brûlés. 110 survivants parviennent à se sauver à la nage au milieu de nappes de mazout en flammes. Voici que rentre le sous-marin Bévesier, commandant Lancelot. Ce sous-marin a été l'un des artisans de la victoire navale. Le Bévesier, un nom symbolique pour nos marins, puisqu'il rappelle une victoire remportée par Tourville en 1691 sur la flotte britannique. C'est le Bévesier qui, malgré 2 torpilleurs de protection adverse, réussit à 2000 mètres à envoyer 4 torpilles parallèles qui atteignent le cuirassé Résolution. Après avoir touché son adversaire à mort, il s'éloigne. Il plonge et évite les grenades lancées par les torpilleurs de protection. 2 heures plus tard, quand le commandant Lancelot remontera à la surface, il constatera que l'escadre adverse a rompu le combat et s'éloigne vers le sud. À l'hôpital européen, le commandant de l'Audacieux, accompagné du médecin-chef, rend visite aux hommes de l'équipage de son vaisseau. Ils ont presque tous été cruellement brûlés au cours de l'agonie du navire. Dans la simple poignée de main qu'ils échangent, il y a toute l'estime qu'ils ont l'un pour l'autre et la satisfaction d'avoir fait leur devoir, tout leur devoir. Il y a les morts, ceux de la flotte de guerre, les soldats, les civils victimes innocentes de ce combat furieux. Le gouverneur général Boisson a fait célébrer un service funèbre pour honorer leur mémoire. Tandis que la garde noire présente les armes, l'office terminé, celui qui a sauvé Dakar quitte l'église et regagne son palais en compagnie de son officier d'ordonnance, le capitaine Renoncial. Toutes les précautions avaient été prises. Dès le début de l'attaque, les femmes et les enfants avaient été soustraits au danger du bombardement. Le calme revenu, un train les ramène à Dakar où ils vont retrouver leur foyer que les Français ont su défendre. Dans cette école indigène, ces petits noirs continueront à étudier le français. Protégés par ceux qui ont su les défendre, ils apprendront chaque jour à mieux connaître la France nouvelle et celui qui en est le chef.